Bienvenue dans ce webinaire Les essentiels du lin fibre d'hiver. Pour ce webinaire, on aura plusieurs intervenants. Voilà, Jeanne Fourny qui est ingénieure régionale en Normandie et puis qui remplace Cynthia Torresias pendant son congé maternité. Marine Knud qui sera à la gestion du chat et qui interviendra pour réguler le chat. Benoît Normand qui interviendra, qui est ingénieur régional en Hauts-de-France et qui est ingénieur protection du lin. Et puis donc moi, Yann Flodrops, animateur de la filière lin fibre, qui animera l'ensemble du webinaire. Donc le programme qu'on vous prévoit pour ce webinaire de ce matin, donc avec, je le répète, un petit décalage lié à un problème de diffusion sur le départ du webinaire, mais voilà, des conditions d'implantation qui seront évoquées par Jeanne en début de webinaire. Ensuite, Benoît Normand interviendra pour parler de gestion des adventices et ensuite de gestion des maladies et de l'averse, avec des éléments de préconisation dans les deux cas. Et on prendra un temps de réponse aux questions sur la fin du webinaire. Donc on décalera, on finira plutôt à 10h10 plutôt qu'à 10h comme c'est indiqué sur cette diapo. Pour interagir avec nous pendant le webinaire, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser vos micros. En revanche, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Je vous invite à les poser au fur et à mesure des interventions des différentes personnes et on répondra à ces questions en fin de webinaire après les différentes interventions. En termes toujours d'informations pratiques, une enquête de satisfaction vous sera proposée avec un lien dans le chat en fin de session. Merci d'y répondre. Et pour ceux qui n'auraient pas pu suivre le webinaire, eh bien, elles seront diffusées, les éléments seront diffusés sur la chaîne YouTube d'Arvalis à la fin de cette session. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jeanne qui va vous parler des conditions d'implantation du lin fibre d'hiver. Merci à toi, Jeanne. Merci Yann. Bonjour à tous. Donc on va faire une partie sur les conditions d'implantation et on va commencer sur un point rapide sur le cycle de la culture du lin d'hiver. Donc le lin fibre d'hiver se sème à l'automne et s'arrache en juin. C'est un peu plus tôt que le lin fibre de printemps. Il a un cycle d'environ 9 mois et une précocité d'environ 1 mois par rapport au lin de printemps. Ça va lui permettre notamment d'éviter en fin de cycle le stress hydrique et ou thermique. L'autre avantage, c'est que comme c'est une culture implantée à l'automne, lors de la reprise en végétation au mois de mars, elle va être capable de mobiliser les ressources disponibles directement. Donc l'un des gros enjeux du lin fibre d'hiver, ça va être de maîtriser sa croissance à l'automne. Donc le lin a une résistance au gel jusqu'à moins de 15 degrés si on a une bonne implantation progressive. Le levier pour maîtriser donc cette résistance au gel, ça va être de gérer la croissance de notre culture. On a un stade si on a un stade de développement trop faible, donc ici en l'occurrence en dessous de 5 cm, à cause d'un mauvais enracinement, par exemple, on peut subir de forts dégâts de gel et donc il ne va pas être assez développé pour y résister. La fenêtre optimale pour le lin en entrée d'hiver, ça va être 5 à 7 cm. Au-delà de 10 cm, en fait, s'il y a du gel, le lin va à 10 cm, le lin entre en phase d'élongation. Donc ces cellules vont se gorger d'eau et être turgescentes. Donc ça veut dire que s'il y a du gel, d'un fort gel, les cellules peuvent casser et donc c'est ce qui va provoquer des dégâts sur du lin qui fait un peu plus de 10 cm. Et donc c'est pour ça qu'on conseille 5 à 7 cm en entrée d'hiver. Et donc pour jouer là-dessus, on a différents leviers. Donc notamment la date de semis et d'implantation, la variété, la fertilisation, stratégie de fertilisation et éventuellement la régulation. Et donc là, on va faire un focus sur les dates de semis et les conditions d'implantation. Donc à savoir que tout comme le lin de printemps, le lin fibre d'hiver va avoir besoin d'une bonne structure de sol qui va elle-même permettre un bon enracinement du semis. La croûte de battance peut engendrer des problèmes de levée, donc c'est pour ça qu'on évite de semer avant des pluies. L'un des points de vigilance aussi, ça va être la gestion des résidus, pour plusieurs raisons. Donc en premier lieu, ça va être la présence de résidus qui peut provoquer un problème d'enracinement et de levée. Mais également, il faut savoir que la décomposition des résidus lors de l'hiver va mobiliser de l'azote qui ne sera pas forcément disponible pour la culture. Et donc c'est pour ça qu'on conseille d'enlever les pailles et ou de faire un déchômage assez tôt.
Pour le lin fibre d'hiver, donc on recommande environ de viser 1600 pieds levés au mètre carré. C'est un peu plus faible que le lin de printemps car on a moins de pertes de pieds à la levée, du fait que du semis dans un sol un peu plus réchauffé à l'automne. L'une des raisons, c'est que la culture n'est pas sujette aux attaques d'altise et donc il faut quand même avoir une population assez suffisante, de lin pour compenser les éventuels dégâts causés par le gel, mais aussi pour éviter d'avoir des lins trop épais qui vont ensuite avoir du mal à rouir et à être taillés, plus tard. Et donc c'est pour ça que l'objectif, ça va être de bien positionner sa date de semis, par rapport au risque de gel pour avoir, une, une croissance de 5 à 7 centimètres en entrée d'hiver. Donc sur la carte, on voit que la date d'apparition, du gel sur les 20 dernières années, donc entre 2003 et 2023. Ici, on parle de gel quand on est en dessous des températures inférieures à -5 degrés. Donc on voit que sur les secteurs continentaux, donc plus à l'intérieur des terres, on a une date qui va être un petit peu plus précoce pour l'arrivée du gel, donc entre, on va dire, le 25 décembre et le 10 janvier. Tandis que pour les zones maritimes, on va plutôt être entre, le 20 janvier et le 5 février. Donc c'est pour ça qu'une date, plus tardive, donc entre le 10 et le 25 octobre, va être conseillée pour les bords de mer pour éviter que le lin ne dépasse, 7-10 centimètres en fin d'hiver et à l'inverse, on conseille, pour les zones plutôt continentales, un semis plus précoce, donc entre le 25, septembre et le 15 octobre pour, s'assurer que notre lin fasse au moins, 5 centimètres en entrée d'hiver. Donc maintenant au niveau des variétés, donc faut savoir qu'en lin fibre d'hiver, on a 8 variétés, dont 3 qui ont été inscrites, très récemment, à savoir Hiberne et Onyx, en 2023 et Dune pour cette année, donc 2024. Faut savoir que le lin, il a un faible taux de multiplication et donc va y avoir très peu de disponibilité en semences sur ces 3 nouvelles variétés. Pour Dune également, on n'a pas encore, des notes sur toutes les le son comportement face aux différentes maladies parce que c'est encore assez récent. Et donc, également, l'un des points importants, ça va être l'aspect tolérance au gel. Donc on n'a pas de notation de tolérance au gel sur ce tableau, parce que ça va surtout dépendre de la date d'arrivée du gel, donc janvier, février, et également du stade de développement du lin. Et donc, malgré qu'on n'ait pas de colonne, on peut quand même affirmer 2 choses. D'une, c'est qu'en cas de gel vraiment très fort, toutes les variétés vont geler. Et de 2, c'est qu'on observe quand même des grandes tendances, donc notamment que Jade serait parmi les plus résistantes, Toundra et Cyrus les moins résistants, Ambre et Olga qui sont plutôt intermédiaires et on n'a pas encore assez d'informations pour statuer, à l'heure actuelle sur les nouvelles variétés. Et donc, pour décoder un petit peu ces notations maladies, donc, au niveau du vert foncé, donc TT qui est très tolérant. Ensuite, on a AT, assez tolérant en vert, et S qui veut dire sensible, donc plutôt en rose pâle. Pour les variétés, la précocité, donc on a en bleu clair, les variétés assez précoces et plutôt en gris, foncé, les variétés plus tardives. Et donc, au niveau, du rendement, ce qui est important de noter ici, c'est qu'on a un rendement moyen, donc entre 2015 et 2023 de 19,1 quintaux-hectares. Merci Jeanne pour cette intervention. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Benoît qui va continuer. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, on y répondra par la suite. Les phases de réponse aux questions se font en fin de webinaire. Benoît, c'est à toi. Ouais, merci Yann, merci Jeanne. Donc, après avoir vu les différentes conditions d'implantation, une étape importante dans l'itinéraire technique du lin fibre d'hiver, c'est la gestion des adventices. Donc pour plusieurs raisons, hein, il y a nuisibilité des adventices sur la culture du lin. Il y a deux aspects, hein. Il y a une concurrence qui est liée enfin, qui est faite durant la phase de végétation. Donc sur le lin fibre d'hiver, on aura une flore un petit peu différente de ce qu'on peut connaître sur le lin de printemps, notamment avec des adventices plus hivernales, comme par exemple les coquelicots, des gaillets, les véroniques, et c'est beaucoup aussi les graminées, donc vulpin, raigrats. Donc ça, c'est des fleurs qu'on va retrouver beaucoup sur le lin d'hiver et qui peuvent engendrer des concurrences
à la fois en végétation, sur la culture, sur le développement de la culture, mais aussi la concurrence des adventices est également faite sur la pollution des fibres. Donc c'est-à-dire que ça va engendrer des qualités de fibres diminuées par la présence d'adventices dans les fibres. Donc c'est surtout les adventices un peu rampantes, très fibreuses, hein, les renouées des oiseaux, renouées liserons, les graminées aussi également, des fleurs qu'on va retrouver principalement au printemps. Donc, en termes de lutte, les premiers leviers à mettre en place sont des leviers agronomiques, donc avec lesquels on va jouer sur différents paramètres, notamment la période de levée des adventices, les profondeurs de germination, etc. des différentes adventices, mais aussi sur les taux annuels de décroissance. Donc là, il y a plusieurs leviers. Donc il y a des choses assez classiques que vous connaissez bien, l'alternance des cultures, hein, hiver-printemps. Donc là, avec le lymphibre d'hiver, on aura introduit une culture d'hiver dans l'assolement. Donc ça peut amplifier le problème d'adventice. Donc on n'est plus sur des ruptures de cycle des adventices. On décalage la date de semis, on l'a mis un petit peu en plus clair, puisque décalage la date de semis, on a beaucoup moins de marge de manœuvre sur du lin d'hiver que sur une céréale, par exemple. Mais ce qui fonctionne plutôt bien, c'est tout ce qui est faux semis, notamment. Donc après une céréale à paille, plusieurs déchaumages, réaliser des lits de semences pour faire germer les adventices, et notamment je pense aux graminées. C'est des leviers qui marchent plutôt bien. Et ensuite, tout ce qui est travail du sol, le labour, etc., à introduire dans la rotation, c'est des leviers qui peuvent permettre de réduire les stocks de semenciers dans les parcelles. Si on passe au programme phytosanitaire en termes d'intervention, donc ici pour la gestion des graminées, donc il y a plusieurs leviers, plusieurs spécialités qui sont utilisables. Donc on a encore pour cette année le Trialad, donc la Vadex 480 notamment. Donc c'est la dernière campagne d'utilisation, hein, puisque il a été retiré du marché, donc fin de commercialisation en mars de cette année, et avec une date limite d'utilisation au 29 mars 2025. Donc c'est-à-dire on peut encore l'utiliser pour cette campagne de lin d'hiver, mais on ne pourra pas l'utiliser très peu pour les semis de printemps. Donc la Vadex qui s'utilise en pré-semis, donc juste pré-semis en incorporation, juste avant le semis de la culture. Et ensuite, il est possible d'intervenir avec, bon, il n'y a pas énormément d'armes, hein, il n'y a que des antigraminées foliaires, donc la famille des FOP et des DIM, donc avec la clétodime ou cycloxidime, notamment, par exemple, pour les plus utilisés et les plus efficaces. Donc avec le Centurion R, notamment la déclinaison foliaire, norois, etc., qu'on associe à du sulfate d'ammonium pour maximiser les efficacités. Donc c'est possible d'intervenir à l'automne à condition de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque gel dans les au moins 10 jours qui suivent les applications. Donc je vous montrerai juste après quelques résultats d'essais qui ont montré cette année des manques de sélectivité suite à des applications juste avant des épisodes de gel. Les meilleurs positionnements en général des antigraminées, c'est au printemps, donc lorsque l'un est autour de 10 cm, on a des adventices qui sont début talage sur des adventices suffisamment développés et qui commencent leur croissance. Et ces antigraminées foliaires donc, ont une meilleure efficacité lorsqu'il y a de la systémie dans la plante, et qui va permettre de maximiser les efficacités des matières actives. Sur la gestion des dicotylédones, donc en termes de prélevés, ce qu'on peut connaître au printemps avec les tricétones, donc la sulcotrione ou la mésotrione. Il faut savoir que la sulcotrione, les applications d'automne sont interdites, donc les homologations sont uniquement sur l'infibre de printemps.
Par contre, il y a quelques mésotriones, dont le Caliprime extra, notamment, qui n'a pas cette restriction. Donc bon, c'est plutôt, on va dire, déconseillé sur les utilisations d'automne, mais néanmoins, on peut l'utiliser dans certaines situations, et notamment les parcelles à forte population de coquelicots. La mésotrione peut apporter une efficacité assez moyenne, certes, mais ça peut permettre de diminuer la pression notamment en coquelicots. Sinon, c'est des interventions plutôt en post-levé, donc avec l'allié SX notamment, qu'on peut ou non associer à du gratil. L'avantage de l'allié du méthsulfuron, c'est que on peut le positionner dans des conditions un peu plus froides, limite même en situation de gel. C'est des produits qui vont agir très longuement, et qui présentent des efficacités intéressantes, à condition d'intervenir sur des adventices assez jeunes. Donc on notera quand même que l'allié, en termes d'homologation, c'est une seule application par an par parcelle. Si c'est des applications d'automne, il est homologué à 15 grammes maximum à l'hectare. Si on est sur des applications plutôt de printemps, donc en une seule application, il n'y a pas de fractionnement possible. Sa dose d'homologation est de 25 grammes. Donc là, sur les interventions de printemps, on va retrouver les programmes que l'on peut faire sur l'un de printemps, donc avec le shaker, notamment, les associations shaker Basagran ou encore allié Basagran. Le Basagran associé à du MCPA aussi, ça peut très bien fonctionner à condition d'avoir des conditions de végétation poussante. Donc, ce qui est parfois un peu difficile début de printemps, pour avoir des efficacités maximales. Donc, je reviens juste sur les antigraminées appliquées en période hivernale. Donc, on a vu des essais cette année qui ont permis de voir certaines choses, et ça s'est vu aussi en parcelle. Donc, vous voyez ici juste la première ligne, donc on a un témoin non traité. On a une parcelle où on avait fait un Avadex en incorporé, donc à 3 litres hectare. La même modalité, suivie d'un rattrapage avec du Select associé à de l'huile plus sulfate d'ammonium. Donc, lors des interventions, on est intervenu au 22 novembre, donc juste avant un épisode de gel. Si vous voyez ici mon curseur sur le graphique du bas. Donc, la période de gel est arrivée la semaine juste après les périodes d'intervention. Et on voit qu'en termes de sélectivité, on a commencé à avoir un décrochement. Donc ici, on est au 6 décembre. On a commencé à avoir des décolorations, des tassements de végétation. Et puis après, des dégâts de gel qui se sont amplifiés à cause des applications d'antigraminées avant la période de gel. Et ça s'est accentué tout au fil de la campagne. Et puis vous voyez ici, février, mars, les notes de sélectivité, on est complètement dans le rouge. Dès qu'on dépasse le 3, c'est des notations sur une échelle de 0 à 10. Si on est au-dessus de 3, c'est on risque de perdre beaucoup, on risque de diminuer le potentiel de rendement. Et là, sur des notations à 6,5, 7, voire 7,5, c'est quasiment disparition de la culture, quoi. Donc, attention aux applications d'antigraminées avant une période de gel, surtout parce que cette année, ça a été amplifié par les conditions un petit peu humides du printemps, des sols gorgés d'eau, des applications phyto, plus le gel qui est arrivé derrière. Tout ça combiné, ça fait qu'on a vu des parcelles qui ont assez souffert de manque de sélectivité. Merci Benoît pour cette intervention. Donc je fais juste l'intermède entre tu vas reprendre la main tout de suite, hein. Il y a des questions qui sont posées, qui commencent à venir dans le chat. Je le répète, n'hésitez pas à les poser, on les prendra en fin de webinaire. Et Benoît, je t'invite à continuer pour parler de gestion des maladies et puis ensuite de l'averse.
Oui, alors gestion des maladies du coup sur l'infibre d'hiver, donc ça également un point important. Donc c'est important sur l'infibre de printemps, mais c'est d'autant plus important sur l'infibre d'hiver, hein, puisque c'est une culture d'hiver, hein, qui va être exposée toute la phase automnale et hivernale aux différentes maladies. Donc les principales maladies qu'on va observer sur le lymphibre d'hiver, et on l'a vu cette année, ce serait la Cabatiella septoriose, donc c'est un peu le même agent pathogène à des stades différents de la culture. Donc Cabacella qui va engendrer des courbures de la tige avec des symptômes marrons, des taches marron sur les tiges et après sur les feuilles. Et puis l'oïdium que l'on connaît bien, qu'on rencontrera plus souvent au printemps. Donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, donc les symptômes de courbure de la tige. Donc courbure au niveau du pied, souvent on peut voir des rétrécissements au point de contamination et des tiges qui vont se casser, donc des pertes de peuplement notamment. Donc c'est souvent lié à des conditions un peu poussantes, hein, comme on a pu avoir et surtout les excès d'eau comme on a pu avoir cette année, donc excès d'humidité, etc. Ça favorise le développement des champignons. Donc là, on a toutes les variétés sont plutôt sensibles. En termes d'application fongicide, les bases diphénoconazole, donc le score ou voire Toprex, hein, quand on est amené à intervenir en régulation, peuvent permettre de limiter un peu le développement de la maladie. Donc l'oïdium, donc apparition de mycélium blanc, hein, sur les feuilles, puis après sur la tige. Donc là, c'est des choses qu'on va rencontrer plus au printemps, rarement d'oïdium en période hivernale. Et la gestion de l'oïdium se résonnera de la même manière que l'on peut le faire sur les grains de printemps. On y reviendra après. En termes de programme, protection fongicide, donc sur le lin d'hiver. Donc là, si on vise, si on n'a vraiment pas de conditions favorables au développement de septoriose et qu'on vise uniquement l'oïdium, c'est des programmes assez classiques, donc avec des bases prothioconazole, hein, avec le Joao ou équivalent, hein, qui est homologué. Donc à 0,3 litres à des stades assez précoces, hein, 20-30 cm, des stades plutôt précoces pour limiter vraiment le développement de l'oïdium. Une fois que l'oïdium est installé, selon les conditions climatiques, ça peut très très vite exploser et on peut vite se faire dépasser. Donc viser des stades assez précoces d'intervention. Et puis une réintervention au moment début floraison, boutons floraux, avec là encore un prothioconazole en cas de très forte infestation. Intervenir avec des produits sur des stades précoces type nisodium, donc cyfluphénamide. L'avantage de ce type de produit, c'est que ça va limiter le développement du champignon sans perturber la croissance de la plante. Donc ça peut être intéressant dans les années un peu sèches, on va dire, de stress hydrique où la plante va se développer moins rapidement. Ensuite, on vous a mis sur la diapo donc le thiopron Renfree, donc c'est un soufre micronisé, donc qui est en cours d'homologation. Donc bon, je vous l'ai mis en rouge parce que pour l'instant on a une dérogation sur l'Inde printemps et l'Inde d'hiver cette année qui était effective au 15 avril sur toute la campagne. Donc c'est le seul soufre sur lequel on a eu une dérogation cette année et qui était possible d'utiliser sur la culture du lin. D'autres sont en cours d'homologation. Il y a le phaéton de chez Phyteurop. Il y a également un soufre associé, la Kissine Duo, qui sont en cours d'instruction. On espère avoir les homologations pour la prochaine campagne. Donc ça, c'est des produits assez intéressants puisque c'est des produits de biocontrôle et qui fonctionnent très très bien, sur oïdium en tout cas, à condition d'intervenir assez tôt, qu'il n'y ait pas une pression trop importante, des symptômes trop développés.
Et ensuite, dans le bas du tableau, donc là, en cas de risque septoriose, donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, les automnes, hivers très doux, très humides, comme on a pu connaître cette année. Et là, dans ce cas-là, une intervention avec des produits à base de diphénoconazole et ou azoxystrobine, notamment, je pense à la Mistar Gold, qui peuvent présenter un intérêt. Et on l'a vu dans les notations cette année, dans les différents essais, ça permet vraiment de diminuer la pression septoriose avec une efficacité assez satisfaisante sur le développement de la maladie. Donc on associe un antioïdium, donc soit le Joao, le Thiopron, l'isodium, en fonction de la pression oïdium. Voilà pour la Benoît. partie. Oui, Pardon. pour l'intervention maladie. Donc, bon, il y a quelques questions qui viennent dans le chat, hein, je le répète, on y répondra enfin. Et donc, Benoît, je te propose de continuer pour parler de gestion de l'averse. Oui. Donc effectivement, je continue. Donc notre étape importante dans l'itinéraire, c'est tout ce qui est la gestion de la croissance et de l'averse. Donc gestion de la croissance et de l'averse, pourquoi? Jeanne vous l'a dit tout à l'heure, la difficulté pour le lin d'hiver, c'est sa sensibilité au froid, donc notamment au gel. Donc on a vu des parcelles cette année qui ont complètement gelé. Donc l'idée c'est de garder, de maintenir un stade qui ne dépasse pas 10 cm pendant la période hivernale. L'idéal c'est même entre 5 et 10 cm, c'est pour ça qu'on dit toujours 7 cm. Voilà, c'est un peu la moyenne, mais c'est le stade où le lin va être le plus résistant, va exprimer le mieux sa tolérance au gel. Donc pour ça, il y a différents leviers que Jeanne vous a présentés tout à l'heure, hein, avec attention aux dates de semis en fonction des risques de gel dans les différents secteurs. Il y a les excès d'azote, etc. Et on peut être amené, en cas de fort développement de la culture en période automnale, d'appliquer un régulateur. Donc, on appliquera au stade environ 5 cm du lin pour limiter le développement de la culture pendant cette période. Donc, on avait quelques essais ici qui montraient tout l'intérêt, hein, de l'application de régulateur, hein. On voit ici la courbe sur ce graphique. Vous avez la hauteur du lin en centimètres en fonction de la période et en fonction si on est intervenu ou non avec un régulateur. Donc, la courbe orange, c'est on n'est pas intervenu à l'automne, et la courbe bleue, on est intervenu avec un régulateur à l'automne. Donc l'application a été faite au stade 5-7 cm, donc de début novembre, et on voit que sur la courbe bleue, que l'application a permis de maintenir pendant toute la période hivernale, au moins jusqu'en janvier, le lin autour de 10 cm, alors que sans application de régulateur, on était entre 15 et 20 cm à la reprise de végétation. Donc là, 15-20 cm, si on a un gel plutôt tardif sur janvier-février, on a un risque de gel assez avéré sur la culture. Malgré tout, malgré l'application du régulateur, on voit que sur la courbe, une fois la reprise de végétation au printemps, on n'a pas de retard au final sur la croissance de la plante en cours de printemps. Donc l'application d'automne va permettre de maintenir le lin autour des 10 cm sans pour autant avoir un effet négatif sur la croissance à la reprise de végétation. Donc pour gérer la croissance, il y a deux solutions aujourd'hui, hein, qui sont possibles, homologuées. Donc si le lin a déjà atteint le stade 10 cm, on a le Toprex. Donc le Toprex, c'est du diphénoconazole, donc c'est ce qu'on retrouve dans le score notamment, associé à du paclobutrazole, donc à une dose de 0,2, 0,25, ou
le Carix. Donc le Carix, c'est du mépiquat de chlorure et du associé à du metconazole à la dose autour de 0,4 litres. Donc ça, c'est des spécialités qu'on peut appliquer à des stades autour de 10 cm. Par contre, si le lin n'a pas encore atteint le stade 10 cm, donc autour de 5-7 cm, idéalement, c'est le Carix 0,3-0,4 litres, parce que le Toprex a une homologation à partir du stade 10 cm. Donc ça, faut être vigilant sur ce point. Donc ensuite, ça c'était pour la gestion de la croissance à l'automne. Sur la gestion de la verse au printemps, le raisonnement va se faire exactement de la même manière qu'on peut le faire sur le lin de printemps, c'est-à-dire qu'en fonction du risque de verse sur la parcelle. Donc le risque, il est défini. On a une grille de risque qui est diffusée dans nos différentes communications que vous pouvez trouver sur notre site Arvalis Info, sur les différentes messageries, etc. qu'on peut diffuser sur Internet. Donc en fonction du risque dans la parcelle, on va intervenir ou non avec différentes spécialités, donc Toprex ou Carix. Les doses vont être modulées en fonction à la fois du stade et du risque de la culture. Par exemple, si je prends un risque moyen, on va dire, sur une note 6-7, on pourrait faire un Toprex autour de 0,07 si on est à 50-60 cm, donc ça c'est un risque précoce. Et puis, si on est en risque tardif, on va augmenter la dose de 0,08 à 0,10. Mais il en est de même pour le Carix, qu'on appliquera 0,4, 0,5 en risque précoce, et on peut augmenter la dose en fonction du stade. Et donc, si on est sur des risques plus tardifs, on peut monter la dose autour de 0,6, voire même 0,8 en fonction du risque. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez également retrouver facilement sur notre site Arvalis Info. On arrive à la fin de ce webinaire, donc merci de l'avoir suivi. Quelques éléments de communication, on va dire, concernant les prochains événements qu'on est susceptible qu'on va organiser. Donc on a un webinaire qui est prévu plus spécifiquement, Benoît, si tu arrives à passer la diapo. Plus spécifiquement concernant la protection intégrée du lin fibre qui aura lieu le 13 décembre 2024. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en passant sur le site Arvalis. On a déjà adressé un certain nombre de choses concernant la gestion des maladies, plutôt spécifiquement pour le lin fibre d'hiver dans ce webinaire-là. Vous l'aurez compris, on est encore dans la phase où l'ensemble des expérimentations qui ont pu être menées cette année n'ont pas pu être encore valorisées, puisque les enroulages sont pas forcément tous terminés, notamment en printemps, et donc on n'a pas encore tous les éléments de rendement, bien évidemment. Voilà, chose qu'on devrait avoir sur le mois de décembre, donc avec un webinaire spécifique concernant la protection intégrée du lin fibre, donc qui aura lieu le 13 décembre matin. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Autre élément aussi de communication, et là c'est des choses qui sont disponibles sur le site aussi. Il y a un document qui s'appelle Arvalis Info lin fibre avec la synthèse des résultats de 2023, qui est téléchargeable encore gratuitement sur le site d'Arvalis, et qui reprend notamment lin fibre d'hiver un certain nombre d'éléments de préconisation qu'on a pu évoquer là. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. On vous remercie de votre participation et on vous dit donc à bientôt pour les éléments de communication à venir. Merci à tous. Au revoir.